et bienvenue sur le plateau de Lady vous écoute. Notre sujet aujourd'hui s'intitule le sexisme en question. Ceci à la faveur de plusieurs sujets que nous allons aborder. La place des femmes, la place des hommes dans des registres divers. On va parler de sport, bien sûr, de politique fatalement, et puis de relations sociales entre les femmes et les hommes. Vous êtes en direct, vous allez pouvoir participer à notre discussion du jour, d'autant que j'ai le plaisir de recevoir pour un deuxième passage sur ce plateau Monsieur Anissé Mauvais, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences sociales, historien, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Vous aurez aujourd'hui la possibilité de continuer ce que vous aviez déjà commencé dans une édition précédente et qui nous avait fait dresser un tout petit peu les cheveux sur la tête. Et pour cette raison, je suis allée chercher du renfort en haut lieu en la personne de Madame Mariam Kamara. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes de passage à Paris. Et vous avez fait une entorse à votre programme pour vous joindre à nous. Je voudrais rappeler que vous êtes chargé de communication pour l'institution ONU Femmes, précisément pour l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes pharmacienne de formation, de profession aussi. Vous êtes le point focal VIH-Sida en Afrique de l'Ouest au sein de cet organisme. Et vous avez au moins 50 casquettes, comme toutes les femmes qui n'ont qu'une tête. Exactement. Merci d'être avec nous sur le plateau. Je voudrais aujourd'hui vous demander de revenir sur une petite phrase comme ça, pas tout à fait anodine, que vous nous avez adressée à nous les dames en disant « Je suis contre le fait que les femmes fassent du sport, du football ». Vous avez beaucoup insisté sur le football. Oui. Bon, c'est pas moi qui m'oppose à ce que les femmes jouent au football, hein, mais les conditions dans lesquelles l'ampleur qu'a pris la pratique du football, je me pose la question en quoi la présence des dames dans la pratique du football pourrait changer quoi que ce soit en termes, par exemple, de l'argent roi qui a énormément envahi la planète sport, et aussi en termes géopolitiques. Vous savez, par exemple, qu'en 1930 et 1934, lorsque l'Italie gagne la Coupe du Monde 2 fois de suite, c'est parmi les rares pays à avoir gagné la Coupe du Monde 2 fois de suite. Il y a l'Italie et puis il y a le Brésil. Eh bien, la victoire de l'Italie à 2 reprises a été présentée comme la victoire du fascisme sur... D'abord, en 1930 en Italie, mais on dit voilà, ça c'est grâce à Mussolini. Et en 1934, comme la finale a eu lieu en France au moment où c'est le Front populaire qui avait le pouvoir en France au niveau du gouvernement, eh bien, pour l'Italie fasciste, c'était la victoire du fascisme sur le régime démocratique. Alors, je me pose la question, s'il y avait des dames italiennes dans l'équipe de football de l'Italie, en quoi aurait-elle pesé pour se défaire de cette mainmise politique, idéologique sur l'équipe de football italienne? Vous voyez, ça, ce sont des questions de fond qu'on ne peut pas occulter sous prétexte de l'égalité entre les hommes et les femmes. Le vrai problème est à ces niveaux-là, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que les dames aujourd'hui ont-elles les moyens, ont-elles les capacités, ont-elles les relations qu'il faut lorsqu'elles vont s'investir dans la pratique du football au plus haut niveau, de telle sorte que leur présence puisse nous apporter une plus-value que nous n'avons pas actuellement avec les hommes uniquement au niveau le plus élevé de la pratique du football. Ça, c'est une vraie question. Peut-être que Mme Kamara nous aidera à avoir un peu plus clair. Je pense que Mme Kamara aura aussi la lourde charge d'ailleurs de revenir sur ce que c'est que le sexisme, car tout ce que nous dit monsieur, est-ce que c'est juste du sport ou est-ce que c'est simplement et purement du sexisme ? Bon, c'est très intéressant d'écouter sa perspective et je souris parce que c'est très important de souligner qu'on regarde la société, nous, d'une autre façon. Il a posé le problème sous un angle et pour nous, il ne s'agit pas d'une question qu'est-ce que les femmes vont apporter en plus dans n'importe quel domaine, que ce soit le football ou n'importe quel autre sport. Mais il s'agit pour nous de dire que nous avons des sociétés avec des populations. Et la proportion des femmes dans ces sociétés, dans ces populations, est importante. Et sinon, elle dépasse souvent les 50%, dans la plupart des sociétés africaines en tout cas. Et ce qui est important de dire, c'est que va-t-on faire avec ces 50% de la population? Est-ce que la force que représente, la force vive, la force intellectuelle, la force physique, la force également de main-d'œuvre que représente cette population,
quelle est sa contribution, quelle est sa participation, quelle est sa représentativité au sein de cette société qui nous gouverne avec les États. Voilà moi comment je poserais la question pour commencer. Donc maintenant, à demander qu'est-ce qu'une équipe de femmes peut rapporter de plus. C'est vrai, le sport, le football est un sport populaire, aimé par les hommes et les femmes. Et voir des femmes jouer au football, représenter leur drapeau, représenter leur pays, est un plaisir partagé également entre les hommes et les femmes, et la représentation, l'impact politique dont vous parlez est pareil. Je ne vois pas en quoi le fait qu'une équipe de femmes de basketball en temps de guerre ou en temps de paix, qui remporte une coupe, représente moins en termes d'impact pour ces populations dont je viens de parler. Oui, alors, une équipe vous insistez sur l'équipe de basket. Effectivement, le basket féminin est très, très développé en Afrique, notamment. Hein. Ouais. Bon, mais maintenant, aux États-Unis, par exemple, où le basket est roi, donc le football tel que nous le concevons, ici en Europe, en Afrique, n'était pas le même qu'aux États-Unis, mais il a fallu du temps. Et maintenant, les États-Unis sont aussi parmi les pays où le football est de plus en plus développé. Effectivement. Mais dans les baskets, notamment aux États-Unis, là aussi, l'argent est roi, au point parfois de pervertir aussi la pratique du sport dans des proportions parfois inouïes. Hein. On a récemment, par exemple, souligné félicité même les joueurs français qui jouent au basket aux États-Unis, mais qui sont revenus en France pour un petit moment. Donc, partout où il y a comme ça des perversions, moi, ça, c'est une des questions que je pose. Partout où l'argent, par exemple, la publicité et parfois les tentations politiciennes qui pervertissent les sports. Moi, je me pose la question, qu'il y ait des femmes à tous ces niveaux-là, n'échange en rien. Donc, il ne faut pas en faire un enjeu, comment dirais-je, qui mobilise, j'allais dire, les énergies pour rien. Tout à l'heure, c'est vous qui avez parlé des forces vives intellectuelles. Vous savez que parfois, on qualifie la littérature comme le deuxième sexe de femmes. Effectivement, de plus en plus des femmes, notamment en Afrique, puisque nous sommes sur un plateau où il y a deux dames africaines, de plus en plus, les femmes africaines s'affirment dans les domaines littéraires, que ce soit les romans, la poésie, et même ce qu'on appelle la littérature d'idées. C'est-à-dire qu'il y a, au niveau de la réflexion, il y a des avancées considérables, et la plume des femmes ont fait faire à la pensée africaine, à la littérature africaine, des avancées considérables. Moi, je me dis, voilà un domaine où il faut s'investir massivement. Oui, j'entends votre sourire, Madame Camara. Alors, excusez-moi, je laisse monsieur Anissé Mobé, s'il vous plaît. De telle sorte qu'on puisse faire avancer la pensée. Et dernier élément, puisque vous m'avez interpellé vivement, oui. Quand je dis qu'il faut non pas interdire la pratique du football aux dames, j'ai dit non, elles peuvent pratiquer le football, mais vous savez, il y a des grands, penseurs. Nous vous en remercions pleinement. Exactement. Il y a des grands penseurs qui disaient attention, ça ne sert à rien que les jeunes gens comme ça, c'est donnent des coups de pied dans les tibias. Vous savez, il faut aussi protéger non pas la féminité, puisque vous allez me traiter de sexiste, mais j'allais dire, vous savez, la femme est aussi symbole de pas mal de choses. Et notamment, si vous êtes d'accord, permettez-moi de vous interrompre, s'il vous plaît. Non, j'en termine là. Oui. Vous savez, les beaux gosses, nous avons besoin aussi d'une certaine féminité pour mettre en valeur ce côté esthétique des beaux Alors, gosses. monsieur Anissé Mobé, vous l'avez compris, amis téléspectateurs, tout ceci, sport, politique, ne sont que des questions transversales pour remettre sur le plateau la relation sociale entre les femmes et les hommes. J'affectionne de vous avoir sur le plateau, finalement, parce que vous nous levez tellement de balles. C'est le cas de le dire, que nous n'allons pas manquer de marquer des buts. Alors, ainsi donc, entre autres choses, les dames ne seraient pas susceptibles de veiller à leur beauté, à leur esthétique, de préserver ce qui, pour vous, semble précieux. Je voudrais
tout de même vous donner lecture à tous les deux, si vous êtes d'accord, d'un article de la Ligue du droit international des femmes. Le stade olympique est un lieu clos où s'applique une loi unique, la charte olympique, fondée sur les principes universels qui permettent de dépasser les différences raciales, sociales, religieuses et culturelles. Alors là, ces dames-là réclament tout simplement qu'il y ait égalité dans le sport aussi. Oui. Cette assignation à faire non seulement les tâches domestiques, mais puisqu'on veut absolument sortir de chez soi, d'accord, faire du sport, mais plutôt pas du sport, mais de la littérature, est-ce que ça n'est pas une injonction purement masculine? Écoutez, quand j'écoute, d'abord, il faut dire que M. Maubé est courageux et honnête, parce que je pense qu'il représente peut-être la pensée d'un bon nombre de personnes, parce qu'aujourd'hui, on est dans le politiquement correct. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un homme qui dit exactement ce que peut-être beaucoup peuvent penser plus bas. Vous savez, il faut qu'on remette les points sur les i. Quand je vous entends parler et de juger de votre pensée, de votre côté, à votre niveau, c'est à vous de dire où doit être la femme, ce qu'elle doit réclamer. Nous, ça nous fait sourire. Moi, ça me fait particulièrement sourire. Mais non, à un niveau plus institutionnel, parce que nous sommes gouvernés par des lois. Il y a des lois en vigueur. Il y a les États, les nations se sont engagés sur la plateforme internationale et au niveau national de représenter les intérêts des populations. Je reviens toujours sur ça. L'égalité des sexes n'est pas un choix qu'on décide, c'est un droit fondamental pour nous. Pour nous les féministes, nous qui croyons en l'égalité sociale entre hommes et femmes, nous qui parlons de justice sociale, ce n'est pas une question de sport, est-ce qu'il faut les femmes, est-ce qu'il faut qu'elles soient à la maison, c'est une question de droit fondamental. Lorsqu'on part de ce point, on a quand même une marge de manœuvre dans laquelle on peut discuter. Le droit de la femme à être dans n'importe quel endroit où elle veut, où elle se sent apte, où elle est libre de pouvoir s'épanouir, de développer son potentiel humain, intellectuel, mais pas seulement intellectuel, et de le faire de façon légale et normale, tel qu'un homme le ferait, est pour nous un droit fondamental et indiscutable. Donc je voudrais d'abord faire cette base et maintenant parler de ce que vous avez parlé de la charte olympique. Vous savez, lorsqu'il y a eu les Jeux olympiques en Chine, à Pékin, il y a eu bien entendu un mouvement très fort parce qu'il y a tout un mouvement qui réclame en Chine plus de droits pour les êtres humains, hommes et femmes. Et les athlètes ont tenu à respecter cette charte olympique parce que dans le milieu du sport, de haut niveau, il n'est pas question de isme, comme on dit, de racisme, de sexisme, de tous les ismes que vous voulez définir. Et donc, dans ce cadre-là, l'athlète a pour objectif de développer au mieux ses aptitudes physiques pour compétir. Et le meilleur gagne. Et qu'elle soit la meilleure ou le meilleur, à chance égale, qu'elle ne soit pas plus faible, plus inférieure. On ne nous donne pas un cadeau. On ne fait pas, on vous donne pas un peu plus de place. Ce sont des athlètes qui ont un parcours depuis qu'elles sont, je parle des femmes dans ce cadre, qu'elles sont toutes petites, qu'elles sont cultivées avec la même rigueur que leurs compagnons hommes et qui se développent. Donc, dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de réclamer. Nous, en tout cas, au niveau de notre pensée, je parle de la pensée féministe africaine. Et bien entendu, je pourrais parler des institutions qui appuient ce genre de mouvement dans les sociétés civiles africaines, mais on n'en est plus à réclamer une place égale. On est en train de maintenant réclamer l'application de ces chartes de droits de l'homme, l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'endroit des femmes, qui s'appelle la CEDEF. Je ne vous rappellerai pas de la plateforme de Beijing, mais nous n'en sommes plus à ce discours. Nous en sommes vraiment à nous assurer que ceux qui sont signataires d'une société égalitaire vraiment appliquent ces lois. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Quand vous parlez de mouvement féministe, vous savez que souvent, ce sont les hommes, c'est-à-dire des êtres masculins, qui sont parmi les plus ardents défenseurs de certains mouvements féministes. Sont-ils les plus nombreux? Souvent, ce sont
ce sont les femmes qui se dressent contre les féministes, hein, avec des arguments parfois assez fallacieux. Donc là, je suis tout à fait à l'aise. Et puis deuxièmement, oui, vous parlez des athlètes de très haut niveau, mais n'oublions pas aussi que souvent, dans ces milieux sportifs, l'individualisme est poussé parfois au paroxysme. C'est-à-dire, l'individualisme n'a jamais été une valeur sociale de partage, c'est-à-dire de faire bouger, d'accepter les autres. Au contraire, on considère toujours l'autre comme étant d'abord adversaire, finalement ennemi. Donc avec qui il faut toujours se disputer et ne pas partager un certain nombre de choses. Donc là aussi, j'ai dit oui, je suis d'accord avec vous, mais attention, ne tombons pas dans des combats qui vous épuisent inutilement alors que nous avons aussi besoin de vos énergies, de votre intelligence. Alors, pour d'autres combats. Est-ce que vous récusez à la gente féminine l'aptitude à prendre en compte justement ces précautions-là? Parce que là, on entend cela comme une injonction, on n'entend pas autre chose. On entend les filles, vous êtes bien gentilles, vous êtes bien jolies, vous voulez sortir de vos cuisines, bon d'accord. Si vous voulez faire quelque chose, écrivez des livres, faites de la littérature, mais ne venez pas vous mêler de la question sportive. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement, et j'espère qu'elles vont bouger ces dames-là, une insulte à l'intelligence de ces dames? Non. Au contraire, c'est un hommage que je rends à la beauté féminine, c'est un hommage que je rends à l'intelligence des Un hommage machiste quand même? Pas du tout. Bon, peut-être un hommage d'amoureux, mais rassurez-vous, je n'ai jamais fait usage abusif Un amoureux possessif comme seuls savent l'être les hommes. Je voudrais, pour ne pas l'oublier cette fois-ci, quand même faire état des ouvrages pour lesquels vous avez contribué. Voilà, aspect de la culture à l'époque coloniale en Afrique centrale, formation, réinvention, figures et paradoxes de l'histoire au Burundi, au Congo et au Rwanda, tous les deux parus chez l'Harmattan. L'année francophone internationale 2011-2012, c'est de l'actualité pays par pays. Et l'année francophone internationale 2010-2011, c'était le précédent. Et je voudrais, Madame Camara, si vous êtes d'accord, vous proposer de lever tout de même le voile sur la femme que vous êtes engagée au sein d'une institution. Est-ce que c'est parce qu'on est une femme qu'on se sent concerné de façon spontanée par ces registres-là et qu'on se dit, je vais descendre sur le terrain, je vais travailler là où c'est possible de faire changer les choses? Je pense que chaque femme a son histoire particulière et individuelle. Mais il est certain que toutes les femmes, en ce qui me concerne, se rejoignent par le dénominateur commun qui les lie, c'est d'être femme. Et ça, je le dis, c'est la pensée courante féministe, c'est qu'on est reliés par les mêmes expériences en vie, chacun de notre côté, dans notre petit patelin, dans notre vie, dans notre culture, dans notre religion, on vit les mêmes expériences collectives de femmes. Par contre, la pensée féministe, le mouvement, la féministe africaine que je suis, se démarque un peu du féminisme, de l'historique, du féminisme global ou mondial. Et justement, je parle à titre personnel, c'est que je pense que les combattantes et les mouvements féministes qui ont précédé, qui ont été connus sur l'espace public, ont fait défaut au mouvement féministe africain qui a toujours existé, mais qui a pu prendre une place beaucoup plus importante sur la scène internationale au fil des 20 dernières années. Donc, lorsqu'il y a eu le combat du droit de vote, le droit à l'avortement, etc., dans les pays occidentaux, il y avait un contexte culturel et social bien particulier et politique. Souvent, lorsqu'on se présente en tant que féministe dans nos sociétés africaines, dans les colloques, même à la maison, on nous dit « Ah, voilà, c'est pour qu'on fasse à la vaisselle ». Et je dis que la femme africaine n'a pas forcément le même combat féministe de fond que la femme féministe européenne ou la femme féministe que vous prenez en Asie ou dans les pays du Moyen-Orient, en Arabie. Donc, je voudrais dire que c'est très important qu'on fasse vraiment cette différence. Le combat de la femme, toute femme, je le pense, est de nature féministe. Être femme, pour moi, c'est déjà... être féministe, c'est quoi? C'est vraiment, pour moi... C'est important de le préciser parce que le féminisme
tout comme tous les ismes, n'a pas bonne presse. N'a pas bonne presse. À un tel point que nombreuses femmes, tout en l'étant, s'en défendent. S'en défendent. Elles disent non, mais je ne suis pas très féministe parce que là, tu vas un peu tout à l'extrême. Et en fait, on peut être militante active, et je le suis, et on peut être une féministe simple, une femme au foyer qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe du matin jusqu'au soir, de s'occuper de la maison, de s'occuper de son mari, de s'occuper de ses enfants, qu'elle soit en Europe ou qu'elle soit dans un village où elle se lève le matin à 5 h du matin et s'occupe jusqu'à 22 h de tout ce qui a à voir avec son foyer, son ménage et la communauté, parce qu'elle est le centre de la communauté dans n'importe quelle société africaine, est une féministe à la base en ce qui me concerne. Elle est une féministe africaine. Et mon parcours à moi, pour revenir un tout petit peu sur la question que vous m'avez posée, est en fait un peu le produit de mon histoire, de ma famille. Ma mère était déjà très engagée dans le mouvement féministe et dans le mouvement associatif féminin. Elle est congolaise, je suis guinéenne de par mon père, ma mère est du RDC. Mais c'est l'histoire de ma mère qui m'a le plus motivée à m'impliquer et à me reconvertir, parce qu'effectivement, je suis pharmacienne de profession, spécialisée en genre et VIH. Mais ma mère, en fait, s'est mariée à l'âge de 16 ans à mon père, donc, qui était de religion musulmane et qui est guinéen, Guinée-Conakry. Et elle était de la RDC, Zaïre à l'époque. Et cette femme a laissé sa religion, sa culture, sa famille, pour marier un homme et marier toute sa famille et toute sa culture et sa religion. De ce fait, aujourd'hui, je parle le malinké, qui est la langue de mon père. Je me débrouille, je peux comprendre le lingala. Elle est en plus du Kasaï oriental, donc elle parle le Chiluba. Et donc, vous voyez, c'est l'histoire de ma mère, après 40 années, que je me suis rendu compte, mais est-ce que moi, je pourrais faire ça? Étant la génération... L'histoire du renoncement des femmes qui se décline peut-être de génération en génération, c'est le point d'interrogation. Oui, c'est-à-dire que nos mamans, les sacrifices consentis, les sociétés patriarches, quelque chose dont je voudrais beaucoup parler avec vous, puisque vous êtes sociologue, le fait que, au départ, bien entendu, dans beaucoup de nos sociétés, nos civilisations, nous avions des sociétés avec des matriarcats, et le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde nos mamans, quand on se marie, on laisse le nom, on doit absolument marier la religion, on doit plaire à nos belles mamans, nos belles sœurs. Tout ce cercle, pour moi, n'est pas en fait une question à défier, mais plutôt, aujourd'hui, est-ce que la femme africaine, aujourd'hui, tout en revalorisant son histoire, son passé et ses origines, ne peut pas faire mieux pour s'épanouir? Parce que je peux me marier avec un homme aujourd'hui et respecter toute la tradition de préparer et de faire ce que je dois faire pour la famille dans laquelle sans renoncer à ce que je suis. C'est du sport, c'est le cas de le dire. Alors nous allons prendre une dame au téléphone. Vous êtes à Vanves, Rita, et ensuite je vous demanderai déjà de commencer par nous dire pourquoi est-ce que le sexisme se décline au masculin. En général, quand on dit sexisme, on n'entend pas que ce soit les femmes qui discriminent les hommes du fait de leur sexe. C'est la question aux chercheurs en sciences sociales. Et bien sûr, rebondir sur tout ce que vient de nous dire Madame. Bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour aux invités. J'aurais deux questions pour le monsieur et pour la dame. Donc, je vais commencer par le monsieur. Il y a eu plusieurs élections contestées en Afrique et j'aimerais lui demander si ça avait été des femmes au pouvoir, est-ce que pour lui, ça aurait changer la donne. Maintenant, pour la femme, j'aimerais savoir sur quels critères la féministe qu'elle est choisit ses causes. Parce qu'il y a des causes qui méritent d'être défendues par les féministes et qu'on n'entend pas défendre. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait que les causes soient médiatisées ou pas? Voilà. Merci. Quelle cause, par exemple? Vous êtes toujours au téléphone? Oui, je suis toujours au téléphone. Alors, de quelle cause parlez-vous justement qui mériterait d'être défendue par les féministes? Mais par exemple, la cause des femmes battues, je pense que j'ai pas encore entendu en tout cas des féministes noires défendre cette cause comme elle devrait l'être. J'ai entendu les féministes, entre guillemets, occidentales, oui. Défendre cette cause, les prendre à bras de corps, mais moi j'aimerais bien que les femmes noires féministes aussi défendre cette cause, parce que peut-être que ça s'est fait, mais moi personnellement j'ai pas
J'en ai pas encore entendu parler. Alors peut-être que je m'informe pas beaucoup mais j'ai pas vu ça quelque part, que ça soit dans les médias ou nulle part ailleurs. Voilà. Merci. Non, pas dans nulle part ailleurs du tout. Dans Lady vous écoute peut-être. Merci Rita pour votre appel. Alors moi qui pensais que je réadotais quand je ramenais le sujet sur la table, la cause des femmes battues, je voudrais, monsieur Anissé Mobé, donc vous demander de réagir. Déjà sur le sexisme, comment est-ce que le chercheur en sciences sociales nous explique que sexisme, ce soit ce qui est considéré du rejet de la femme par les hommes, ou tout au moins de la discrimination, plus précisément, et pas l'inverse? Mais la réponse, vous les avez tous les deux, hein, toutes les deux, vous les avez, parce que vous vous occupez des communications. Je pense que les représentations qui sont comme ça véhiculées, c'est souvent par un certain nombre de médias qui cherchent des sensationnels et non pas les analyses approfondies. Je pense que cette question en appelle une autre. Aujourd'hui, par exemple, moi je me rends compte qu'ici, en Europe notamment, des dames africaines s'investissent massivement. Beaucoup trop, à votre avis? Non, pas assez. Même si c'est massivement, mais ce n'est pas assez. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui se sont investies vraiment, je dirais, au propre comme au figuré. Non seulement intellectuellement, mais même physiquement. Et parfois même aussi renoncent à certains plaisirs, renoncent à beaucoup de choses pour être présentes dans les médias. Aussi bien télé, radio que presse écrite. Moi, je pense qu'il faut en faire un levier pour justement changer les représentations que nous avons, que la société a de la femme, et notamment autour de ce que vous appelez le sexisme. Il faudra faire de ces médias donc, que vous occupez de plus en plus, élargir les espaces culturels pour que les médias soient des lieux de production des outils conceptuels qui permettent à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent de pouvoir disposer des outils qui leur permettent de bien comprendre, de bien analyser les choses et de ne pas se laisser manipuler par des clichés autour du sexisme, par exemple. Donc ça, c'est un deuxièmement. Quant à la question de la dame sur les élections contestées en Afrique. Et alors, elle pose la question, et s'il y avait des femmes, qu'est-ce que ça aurait donné? Pire. Bon, d'abord, le fait qu'il y ait beaucoup de contestations des élections, c'est une avancée considérable. Ce qui veut dire qu'en Afrique, et les hommes et les femmes refusent cette fatalité qui, pendant très longtemps, a étouffé les sociétés africaines où les gens étaient élus parfois à 101%. Non, cette fois-ci, je crois, et les hommes et les femmes, mais les femmes sont très engagées dans les combats, dans ces mouvements de contestation des élections. Les femmes sont très engagées. Les gens, en contestant les élections, veulent assumer une citoyenneté responsable et dire non, il faut respecter les principes, les pratiques de la démocratie. Les souverains primaires, c'est le peuple, non pas comme masse qu'on peut manipuler, mais le peuple comme communauté politique des citoyens. Et donc, ça, c'est un deuxièmement. Alors, souvent, lorsque nous contestons, c'est parce que nous sommes persuadés qu'il y a eu des fraudes. Alors, si les équipes au pouvoir se permettent de frauder, souvent c'est parce qu'elles sont bien soutenues de l'étranger. Ça, c'est les grands points, les grands drames de l'Afrique. À partir du moment où on est adoubé, à partir du moment où les élites politiques sont finalement choisi, adoubé de l'étranger parce qu'il faut protéger des intérêts souvent énormes au détriment des aspirations du peuple, eh bien, ils se donnent les moyens de pouvoir imposer n'importe quoi. Est-ce que s'il y avait des dames au pouvoir, ou bien s'il y avait des dames parmi... si les dames étaient des grands ténors parmi ceux qui contestent, ça aurait pu changer quoi que ce soit? Je me pose la question. Je voudrais vous prendre au pied de la lettre, d'ailleurs. Alors, justement, ces dames, on va parler d'une dame qui s'appelle tout simplement Michelle Bachelet. Et je voudrais vous demander de réagir dessus. Alors, qui est Michelle Bachelet? Pour ceux qui ne la connaissaient pas, et c'est un drame que de ne pas connaître les quelques femmes d'exception, parce qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour que ça devienne normal ou que ce soit ressenti comme tel, qui est donc Michelle Bachelet. Oui, merci d'avoir introduit juste avant, j'allais justement parler de cela. Et je félicite la question de la dame sur les deux questions qu'elle a posées sont très pertinentes. Je travaille pour une institution qui s'appelle ONU Femmes, l'entité donc des Nations Unies, qui est la dernière née des agences des Nations Unies, qui s'appelle l'entité donc des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et je regarde beaucoup M. Mobé pour lui donner d'aller regarder www.unwomen,
MEN.org. Alors, cette entité est la volonté politique et institutionnelle des Nations Unies de mettre ensemble toutes les agences qui s'occupaient des femmes. Et c'était un lobby, c'est-à-dire c'est vraiment un plaidoyer que les femmes africaines et du monde ont fait pendant plusieurs années pour aboutir à cela en juillet 2010. Et l'agence a été opérationnelle depuis le 1er janvier 2011. Et cette agence s'occupe essentiellement de ces questions, donc d'égalité des sexes, communément dit des questions de genre. Et Madame Michelle Bachelet, la directrice exécutive donc, de cette entité, Michelle Bachelet, qui est l'ancienne présidente du Chili, et je ne vais pas vous présenter complètement son parcours qui est massif, mais dans son pays, elle a en plus détenu le portefeuille du ministre de la Défense nationale, ce qui est vraiment exceptionnel dans la plupart des sociétés, autant occidentales qu'africaines. Et quand elle a demandé la question de l'implication des femmes dans les élections, surtout en Afrique, c'est une question tellement pertinente que je suis très contente de l'entendre, parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a, en octobre 2010, voté la résolution qu'on appelle la résolution 1325, qui recommande à tous les États d'impliquer les femmes dans les processus électoraux de paix et sécurité, parce qu'il a été reconnu à travers des rapports pendant plusieurs années que l'implication des femmes à tous les niveaux de décision dans les processus électoraux de paix permettent à réduire les violences sexuelles en période de conflit, à améliorer les processus de paix, donc de négociation pendant les périodes de conflit et avant les périodes électorales, et aussi à aider encore mieux pour la sensibilisation. Et pour dire cela, c'est que lorsque j'étais donc en Guinée pendant la période de transition qu'on a vécue de 2006 à 2010, il était important, les femmes ont prouvé et montré que si elles avaient été associées aux décisions qui se prenaient pendant surtout la période critique, pendant la période du régime du président Dadis Camara, où nous avons eu cette grande violation publique donc, de femmes dans un stade public, elles auraient en tout cas eu un impact pour amoindrir et faire appel aux consciences, surtout des personnes en tenue et en uniforme, pour qu'il y ait une plus de sensibilisation sur comment gérer lorsqu'il y a des manifestations publiques, comment gérer les personnes. Donc, je ne voudrais pas rentrer en détail sur cette résolution 1325, mais je vous recommande, et à madame, et à vous, et à vos téléspectateurs, et à nos téléspectatrices, car c'est peut-être par là aussi que ça pêche. Fort souvent, les femmes ne sont pas nécessairement informées des dispositifs qui existent, qui sont là pour changer les choses, améliorer en tout cas leur vie et celle de leur entourage immédiat. Et c'est peut-être aussi là que c'est important. Permettez-moi de rebondir sur la deuxième question, parce que c'était celle-là qu'elle m'adressait. Et il faut reconnaître avec humilité que les Nations Unies ont du travail à faire, parce que justement, vous avez parlé de communication. Alors, on est bien d'accord sur ce point que vous avez élaboré tout à l'heure sur les stratégies pour outiller les personnes dans les médias, hommes et femmes, pour mieux analyser justement les données sexo-spécifiques qui ont à voir avec et les hommes et les femmes, et de ne pas relater les questions de genre comme des faits divers, des faits de société. Et votre émission le fait, et quand votre téléspectatrice vous dit qu'elle n'en a pas entendu parler beaucoup des féministes sur les questions de violence domestique, par exemple, et je vais vous dire que en Afrique, comme vous l'avez dit, les femmes s'impliquent beaucoup. La société civile s'implique beaucoup sur les questions de violence faites aux femmes. En Occident, en Europe, vous voyez peut-être plus les féministes ou les mouvements associatifs féminins, peut-être occidentaux, ou en tout cas... parce qu'il y a d'autres problèmes. La femme immigrée en Amérique du Nord ou... à d'autres turpitudes. À d'autres... Et donc, moi, pour revenir sur mon parcours personnel, je me suis impliquée de cette manière dans le mouvement féminin lorsque j'étais aux États-Unis, dans la région de San Francisco. C'est que j'étais pharmacienne, donc j'étais quand même assez bien je dirais privilégiée professionnellement parlant. Et donc j'avais du temps libre et j'étais assez jeune. Et donc, car pour militer, c'est un luxe en fait. Eh bien, bien sûr.
lorsque vous devez payer vous êtes dans une société légale avec des responsabilités, vous devez vous conformer aux lois du pays hôte en vigueur, vous devez payer votre loyer, payer vos taxes, etc., etc. Attendez, vous ne pouvez pas avoir le temps de descendre dans la rue et aller militer pour une cause. Permettez-moi de vous interrompre, Madame Camara. Oui, je voudrais justement vous solliciter sur 2 points. Vous avez posé la question s'il y avait plus de femmes à des postes de décision. Alors, sociologiquement, quel est le regard du spécialiste que vous êtes sur le lobbying ? S'il faut faire une comparaison entre le lobbying au masculin et le lobbying au féminin, en rappelant que la pétition à laquelle je faisais allusion tout à l'heure est l'œuvre du lobby européen des femmes. Est-ce que les femmes, lorsqu'elles se mettent ensemble, quand bien même on entend dire qu'elles vont se crêper le chignon et qu'elles vont être rivales à n'en plus finir et tuer l'action, est-ce que le sociologue pourrait nous conduire sur cette piste-là et dire, en comparaison avec les hommes, lequel des 2 lobbying est porteur? Mais on n'a pas besoin de faire une comparaison entre les hommes et les femmes dans ces domaines-là, comme dans tant d'autres. Sinon, on tombe dans une approche du genre, une approche sexiste. Non, il y a les sérieux, il y a les sérieux de ceux qui font du lobbying, il y a la justesse de leur cause et il y a les moyens qu'ils se donnent et surtout les solidarités qu'il faut susciter parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un combat très dur compte tenu des intérêts énormes qu'il faut parfois faire bouger, que seul comme ça, vous ne pouvez pas, disons, aboutir aux résultats auxquels vous escomptez. Donc moi j'ai dit oui, il faut aussi, dans beaucoup de domaines, il est grand temps que les Africaines se mobilisent pour faire du lobbying, notamment parce que, par exemple au niveau de l'ONU, mais il faudrait peut-être un jour réunir un plateau pour parler de l'ONU et l'Afrique, notamment les femmes, parce que... C'est ce dont s'occupe Madame, en partie tout au moins. Oui, mais parce que... au jour d'aujourd'hui, moi je ne suis pas du tout convaincu que l'ONU soit d'un quelconque secours aux femmes congolaises. Quand on voit les déploiements de moyens matériels, humains que l'ONU a fait au Congo et le peu de résultats, au contraire, il y a des violences, il y a des viols inouïs contre les femmes au Congo, sans que cela soulève, disons, la moindre protestation. Et l'ONU est là. Et pourquoi ces décalages? Pourquoi, disons, c'est un échec. C'est paradoxe. Bon, c'est vraiment un échec. Et surtout que ce n'est pas la première fois que l'ONU arrive au Congo. L'ONU était déjà au Congo entre 1960 et 1964. Ça a été dans une période tellement difficile qu'en 1961, le secrétaire général de l'ONU de l'époque est mort dans un accident d'avion qui n'a jamais été élucidé jusqu'à ce jour, M. Dagamajor. Donc, vous voyez que nous, les Congolais, nous avons des rapports assez compliqués avec l'ONU. Et quand je vois aujourd'hui les femmes violées au Congo, alors que l'ONU est là précisément pour mettre fin à ces violences, je me pose la question si De Gaulle n'avait pas raison de traiter l'ONU de machin. Madame, vous n'êtes pas l'ONU en personnifié, cependant, c'est quand même votre registre d'intervention, tout au moins pour l'Afrique de l'Ouest, sur des aspects précis. Vous n'allez pas ne pas répondre. Non, bien entendu. Vous savez, d'abord, je voudrais vraiment dire qu'il faut absolument que je le dise à M. Mobé. Nous différons complètement sur cette approche. D'abord, vous parlez, vous savez, vous faites fi du fait que nous sommes dans des sociétés patriarches. Patriarches, et c'est très important de bien comprendre ce que cela veut dire. Cela veut dire que nous sommes dans des sociétés où tout part à partir des décisions du consensus homme, donc masculin, de la gente masculine, et donc le modèle qui domine et qui prend les décisions et qui définit même les normes sociétales et religieuses et professionnelles, etc., sont définis par une classe qui est représentée par les hommes. Donc, je voudrais revenir sur le point des violences sexuelles dans le cas des interventions des Nations Unies. Effectivement, je ne suis pas ici pour parler en tant que porte-parole de cette institution, mais c'est mon domaine de travail. Je travaille pour une institution onusienne et je vais vous dire que les Nations Unies ont impulsé sur les 15 dernières années le plus grand nombre de lois sur le registre international qui ont été signées par les pays membres. Les Nations Unies, c'est le collectif des États membres qui, ensemble, agissent
et décident de dire nous allons adopter et accepter ça et nous revenons dans nos pays au niveau national pour que justement on puisse appliquer et être en conformité, en alignement avec ces résolutions et ces chartes. Et au niveau du cas spécifique de la RDC, évidemment, le nombre de violences sexuelles dont il parle a été un réel problème. Mais vous savez, quand vous regardez comment combattre, comment prévenir la violence sexuelle, il ne s'agit plus que de loi à ce moment-là. Il s'agit, vous savez, on parle de protection, de prévention, protection et justice et service. Quand vous avez, même dans les pays occidentaux, avec tout le stigma, les relations, quand une femme est battue, violée, quand elle doit aller vers les services pour, dénoncer soit le mari qui la bat, soit l'oncle qui la bat, soit des personnes en tenue militaire, vous savez, c'est tout un processus. Ici, on parle d'assistants sociaux, on parle de services sociaux, on parle de services d'accompagnement psychosociaux. Dans nos sociétés, comment est-ce qu'on gère? Est-ce que nous avons tout pour accompagner une femme qui, déjà meurtrie, doit aller dans sa communauté, dans son voisinage, être vue comme une femme violée, battue. Vous savez, ça, c'est un problème très important. L'autre problème, c'est comment est-ce qu'on gère la gestion du pouvoir et donc de cette domination lorsqu'on est en tenue uniforme. Comment est-ce qu'on essaie d'attaquer? Il y a des problèmes culturels qui doivent accompagner les lois et les résolutions. Et ça, c'est la responsabilité des États. Et de leur responsabilité aussi, la ratification de tous les traités qu'ils signent à tour de bras. Voilà. Et en cela, je pense que les institutions internationales ne peuvent pas venir mettre le fusil sur la tempe de qui que ce soit en disant « vous avez ratifié ceci, il faut le mettre en pratique ». Nous partons à Toulouse. Écoutez, un monsieur en attente depuis un moment déjà. Bonjour. Oui, bonjour Mindy. Nous vous écoutons, monsieur. Bon, je veux juste apporter ma petite contribution par rapport aux femmes battues. Ce que je veux dire, les femmes qui sont battues... dans un premier temps, elles le veulent déjà. Et parce que quand on est battu, si on revient avec un homme qui bat tous les jours, je pense qu'il est mieux de quitter cet homme-là. Et vous voyez que la plupart des femmes battues ne sont pas instruites. Les hommes qui battent aussi les femmes ne sont pas instruits. L'autre côté, les politiques en Afrique, qui parlent de démocratie, c'est la théocratie. Donc l'homme politique, vous pouvez voir où le gendarme ou le policier, vous pouvez poser votre plainte. Que je suis une femme battue, il fait semblant de l'enregistrer, mais il approuve ce qui se passe parce qu'il se comporte de la sorte. Les présidents en Afrique, ils se comportent de la sorte. Comment voulez-vous que les gens en Afrique, les femmes, puissent se plaindre quand on sait qu'autour d'eux, les gens qui sont autour, qui votent les lois, qui doivent les protéger, font semblant et se comportent de la même sorte. Ils ont le même comportement que les hommes qui battent leurs femmes. Donc le politicien en Afrique, qui a un costume, parce qu'il fait semblant, parce qu'il a un beau costume, il se présente bien, c'est un politique, mais il se comporte de la sorte, de la même manière que le monsieur qui bat sa femme chez lui. Donc c'est pour que toutes les lois qu'on peut voter en Afrique ne pourront jamais avoir, pour avoir des solutions, parce que ne pourront pas être appliquées, parce que les hommes politiques aussi, certains de ces hommes approuvent le mauvais comportement des hommes qui battent les femmes, parce qu'ils font la même chose. Donc, quelles que soient les lois qu'on va voter, ça ne passera pas parce qu'ils se reconnaissent là-dedans, qu'ils approuvent ce qui se passe. Parce qu'eux-mêmes, ils sont comme ça. Regardez comment ils se comportent déjà avec leur population. Pensez-vous qu'une femme battue aura gain de cause quand elle va se plaindre chez un commissaire au commissariat ou porter plainte, ou chez un commissaire ou au tribunal? Même le juge, il bat sa femme. C'est pour ça que certaines plaintes ne peuvent pas passer parce qu'ils agissent de la sorte. Voilà ce que je voulais un peu dire. Merci, monsieur, pour votre participation. Je voudrais, Anissé Maubé, bien sûr, vous demander de réagir à cela. Est-ce que la question que j'avais prévue avant que n'intervienne le téléspectateur, déjà, c'était sur le plan sociologique aussi et sur l'Afrique, même si l'Afrique est diverse et variée. Est-ce que battre sa femme, c'est ce qu'il y a de plus courant? Est-ce que c'est bien accepté? Je parle là sociologiquement, mais monsieur m'a précédé. C'est une violence institutionnelle aussi, quelque part. Quand bien même il y a des dispositifs, il y a des lois, il y a des interdictions, il y a tout ce que l'on veut, dans la pratique, quand l'autorité faite majoritairement d'hommes qui est en place décide et juge,
quand le juge a battu sa femme, il ne voit pas très bien en quoi est-ce que rendu au tribunal, il va être jugé partie. Oui, c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'il faille s'exprimer comme a dit monsieur, que quand les femmes sont battues, c'est parce qu'elles veulent être battues, que ceux qui ont été instruits, les hommes instruits ne battent pas leurs femmes, non. Nuançons, il a dit aussi, les hommes instruits aussi, enfin les femmes instruites aussi, personne n'est à l'abri, en fait, de la violence de son époux, quelle que soit la classe sociale, c'est important effectivement de le rappeler. Cela étant, je pense qu'il faut, c'est un problème non seulement institutionnel, mais c'est un problème d'ordre culturel. Et comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas aussi voir la culture, avoir une conception figée de la culture. Les choses bougent, en tout cas, doivent bouger et doivent évoluer. Je ne pense pas qu'il faille battre sa femme pour affirmer sa virilité ou son autorité. C'est même un constat de faiblesse parfois. Donc, oui, mais enfin, moi, comme je n'appartiens pas à cette catégorie-là, donc je peux en parler avec beaucoup de latitude. Non, c'est un problème d'éducation. De toute façon, lorsque vous êtes marié, père de famille, vous battez votre femme. Non seulement c'est la femme qui est visée, mais aussi les enfants, et donc aussi l'équilibre du foyer, et donc l'éducation des enfants sont récents. Et donc vous ne contribuez pas à élever convenablement vos enfants, vous fabriquez déjà à ce moment-là des futurs violents, et surtout les filles il risque de ne pas aimer le mariage, hein, de penser que tous les hommes sont ainsi, puisque mon papa a été comme ça, je ne veux pas reproduire le même schéma que ma mère. Ou de penser que c'est normal que d'être battu, peut-être. Oui, ou en tout cas de refuser de se marier pour ne pas subir ce que sa maman a subi. Donc vous voyez que c'est vraiment là que se joue aussi le devenir de nos sociétés, c'est au niveau du mariage, et donc par conséquent, il faut exclure toute forme de violence, puisque j'ai toujours été contre toute forme de violence. Il s'agit de violence politique, de violence sociale, et aussi à ces niveaux-là, de violence au niveau de la vie conjugale. Alors, violence physique, mais il y a la violence psychologique, parce que ce n'est pas parce qu'on ne bat pas de ses 2 mains, de ses 10 doigts, qu'on en est moins violent. Nous allons partir en RDC. Au téléphone, monsieur, vous vous appelez Blaise, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, nous vous écoutons, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord encourager madame la féministe dans leur lutte. Et je voudrais parler à propos du noyau de la société qui est la famille. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle pense, quelle image elle pense que la société future aura. Vu que maintenant on constate que cette histoire d'égalité homme-femme, moi je suis pour, sur certains plans de droit, des femmes qui sont bafouées, comme surtout en RDC, il n'y a pas assez d'égalité homme-femme sur le plan juridique. Mais au niveau du noyau social, la famille, vous ne trouvez pas qu'il risque, peut-être, si votre combat n'est pas bien canalisé, il risque d'avoir une dislocation au niveau du noyau social, parce que au niveau social des familles, au niveau de la famille, c'est traditionnellement ou naturellement le chef, il y a une structure, une hiérarchie qui dit que l'homme est le chef de sa femme. Alors, lorsque naturellement la femme a naturellement, biologiquement, une complexité au niveau de sa nature, vous ne trouvez pas que ce serait difficile de créer, d'aller jusqu'à créer une égalité au niveau même au sein de la famille, parce que les familles se divisent parce que la femme veut se faire passer aussi pour l'homme, disons être égale à l'homme, et donner aussi des ordres. Et c'est ce qui crée des divorces au niveau de... Merci.
à l'Occident. Voilà. Merci, monsieur qui marche sur des œufs pour nous dire que c'est bien gentil l'égalité, mais tout de même les femmes, si vous y alliez un tout petit peu moins vite. Merci pour sa question et je le remercie parce qu'il m'a d'abord complimenté pour bien introduire sa question. Et je voudrais moi aussi m'aligner derrière lui d'ailleurs, dire en prolongation de ce qu'il dit, est-ce que cette question d'égalité, notamment par rapport à la jeunesse, est-ce que les générations à venir vont avoir une perception, une conception de cette question d'égalité entre les femmes et les hommes plus spontanée que les adultes d'aujourd'hui? Vous savez, M. Maubé a dit quelque chose que j'ai bien aimé tout à l'heure, parce que j'aime bien, avec nos compagnons, nos collaborateurs hommes, il faut partir de là où vous vous entendez pour avancer. Et donc, il ne s'agit pas d'un combat, comme il a dit, mais il a dit tout à l'heure qu'il est important de comprendre que, d'abord, on est absolument contre la violence. Il a bien dit très clairement toutes formes de violence. Et vous savez, quand on part du simple fait que le droit, l'égalité homme-femme est un droit fondamental, lorsqu'on le comprend de cette manière, beaucoup de choses se déconstruisent. Quand on parle de notre culture et de notre société, je reviens à la question de notre téléspectateur, il s'agit pour nous, pour moi particulièrement, mais pour nous, pour le grand mouvement du courant féministe, de dire que, vous savez, quand on parle de participation politique des femmes, là, on parle par exemple de siège à l'Assemblée, être député, combien de femmes ministres, etc. On parle de quotas et de chiffres. Nous, on va au-delà de ces chiffres et de cette façon. On part à partir du foyer. Vous savez, lorsqu'on est chef de famille, le problème n'est pas de contester un chef, ça se passe partout dans les institutions, dans les organisations. Il faut bien qu'il y ait une personne à la tête. Si, dans notre culture, le chef est un homme, on dit, lorsqu'il y a des décisions à prendre, quelle est la participation de la femme à la prise de décision? Parce que la décision du chef incombe et impacte l'ensemble du noyau familial. Et elle doit inclure celle du sous-chef, de la sous-chef. Et donc, on veut, lorsqu'on se met dans cette question institutionnelle de droit, et je parle toujours dans un espace institutionnel parce que c'est vraiment là où on veut mener le combat. Vous savez, on veut sortir des discussions anecdotiques. Oui, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. On dit la reconnaissance de la contribution de la femme dans son foyer, dans son ménage, dans sa communauté, doit être quantifiée, mesurée et représentée au niveau institutionnel. Voilà le réel combat. Lorsqu'on nous dit, mais vous savez, vous ne pensez pas qu'il y a de la... On se limite à notre petite famille, et c'est important parce que ce sont les populations qui font qu'il y a un peuple. Mais on dit, vous savez, dans certains pays, comme par exemple, je vais prendre mon pays, c'est beaucoup plus simple, en Guinée, vous avez dans le Fouta, vous avez une population un peu plus nomade dans l'histoire. Et vous avez des hommes qui se déplacent, et la femme, elle reste à la maison. Alors, vous pensez que cette femme qui est considérée comme chef de famille lorsque le mari n'est pas là, bien qu'elle soit confiée à la famille, à la belle famille, mais elle gère la maison comme un chef, une chef, moi j'adore dire une chef, F-E, moi aussi. comme une chef de famille. Donc, la question est de voir comment contribuer à appuyer les sociétés pour justement réparer là où il y a tort. Nous, on est dans le combat de la lutte contre la discrimination. On est dans la normalisation de ce déséquilibre de l'injustice sociale. Lorsque nous avons dans une famille une femme qui a de l'âge de 16 ans à l'âge de 50 ans donné toute sa vie à sa famille et que par malheur son mari décède et qu'on lui dit, la loi dit que vous n'avez pas droit à l'héritage et que vous n'avez pas droit à la terre parce que c'est notre culture, on dit attention. Il faut que ça change. J'entends là votre motivation viscérale. Nous allons alors, il faudrait peut-être un miracle pour que les choses changent. Donc je voudrais moi vous emmener à Lourdes, d'où nous appelle Hervé. Nous vous écoutons, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour Lee, j'adore votre émission. Je vous remercie pour ce que vous faites pour les femmes en Afrique. Je voulais juste apporter ma petite pierre à l'édifice. Juste dire que les problèmes des femmes battues, c'est un problème vraiment récurrent en Afrique. Et les hommes africains n'ont jamais voulu que les femmes aillent à l'école. Parce qu'une femme instruite, c'est un problème. De deux, la femme battue en Afrique,
c'est même un plaisir pour certains hommes politiques, parce que, voyez-vous, l'homme en Afrique, il a le droit d'avoir 5-6 femmes, même 10 maîtresses. Mais dès qu'il apprend que sa femme a trompé avec un autre homme, ben, quel que soit l'endroit où il va se rendre, ben, ses amis autour de lui vont prouver ce que lui il aura fait. Parce que le fait que la femme l'a trompé, on trouve ça normal. On ne trouve pas ça normal. Alors que lui, il a, de gauche à droite, il a 5-6 maîtresses, 10 même, ils en tiennent toutes. Mais dès que la femme a un petit ami parce qu'elles sont délaissées, ben, la flamme s'allume. Donc l'homme n'a jamais voulu que la femme ait la capacité d'assimiler certains problèmes de la vie, d'être instruite. Le contraire, aujourd'hui, si la femme même va à l'école, c'est parce que les Occidentaux ont voulu que la femme aille à l'école. Mais s'il y avait que les Africains, ben, la femme n'irait jamais à l'école. Donc, le comportement de l'homme africain, c'est dans sa culture. L'homme noir veut toujours dominer la femme. Et ça se sent en lui, même quand il a un costume, même quand il est derrière un bureau, même si c'est un grand décideur, même si c'est un chef d'État, pour lui, la femme, ça la reste à la cuisine, elle est voilée comme font les Arabes. Mais comme les Occidentaux les ont précédés, ils ont dit, ben, la femme, il faut qu'elle aille à l'école, il faut que tout le monde soit instruit. Ils sont obligés d'accepter cela. Mais sinon, ils n'ont jamais voulu voir la femme devant les bancs de l'école. C'est juste pour toujours la dominer. Donc, notre problème des femmes battues, c'est un problème purement africain. Et les hommes politiques, ils approuvent ça. Sinon, c'est un problème qui s'est résolu depuis. Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur. En nuançant, encore une fois, toutes les femmes du monde, malheureusement, sont victimes de violences conjugales. Donc, ce n'est pas que le propre de l'Afrique. C'est toujours important d'apporter ces précisions. Je voudrais, si vous êtes d'accord, vous proposer que nous découvrions en images ONU, femmes, en tout cas, une petite vidéo. Et puis, tout en vous posant la question, peut-être après la vidéo aussi, de nous dire comment est-ce que ces institutions s'assurent que les femmes qui sont bénéficiaires de ces dispositifs en bénéficient vraiment. Parce que quand en haut de l'échelle, on dit on peut si, on ne doit pas ça, il faudra que, comment est-ce qu'on s'assure que Fatou, tiens, on parlait hier de Fatou, Mariam, Lady et les autres, voilà, en ces informations-là, est-ce que les décisions sont juste prises et pas transmises? C'est une question. Et bien évidemment, je voudrais vous demander quand même, sociologiquement, encore une fois, de revenir sur ce que nous disent les hommes des violences conjugales. Magnéto, à tout de suite, regardez avec nous. I dream of a world where women are not afraid to be women. My dream is for all women to be empowered, for all women to feel free. 在这个世界里，妇女要享有与男子同等的权利。 Donde las mujeres estén libres de violencia. I dream in a world where women can express themselves without being judged by other people in society. Where women and girls have control over their own lives. A world in which women are protected and respected. I dream of a world where women have equal access to resources. وأنا أحلم أن تكون المرأة في العالم مسؤولة في كل المجالات. حيث تكون النساء قادرات، متمكنات، قياديات. Where every individual of any gender can fulfill and realize their dreams. أنا حلمي لما أكبر بحب إني أكون مهندسة جينات. I want to be a doctor. I dream of a better world where our young generation can live in peace. We must enable every woman and every girl to reach her full potential. I imagine a future where gender equality is understood by everyone as part of the foundation of justice, development, and democracy. It is about having half of humanity participate. Where the woman, girl, man, everybody will have an equal opportunities to participate and contribute. I am UN Women. I am UN Women. Miễn ô na yilman. I am UN Women. We are UN Women. Tôi là cơ quan phụ nữ Liên Hợp Quốc. We are UN Women. The United Nations is investing in women because it is the right thing to do and because it is a smart thing to do.
think of how much more we can do once women are fully empowered as active agents of change and progress within their societies. There will be extraordinarily huge difference. We will have a balanced society. The progress of women means, in explicit terms, the progress of the world. When we empower women, we empower communities, nations, and the entire human family. We are UN Women. Je suis ONU Femmes. أنا هيئة الأمم المتحدة للمرأة. Женщины Объединенных Наций. Nosotras somos ONU Mujeres. I am UN Women. Historically, we are at a point of great potential and change for women. Now, we must seize that opportunity. Donc là, la présentation de ONU Femmes dont nous parlons tant sur ce plateau, alors que notre sujet, encore une fois, aujourd'hui s'intitule « Le sexisme en question » avec deux invités qui savent de quoi il, elle, on va dire elle avec S, ça ne va pas plaire à monsieur, alors quand on dit il, ce masculin qui sempiternellement l'emporte toujours sur le féminin, elles savent de quoi elles parlent. Ça vous choque quand même, hein? Non, ça ne me choque pas du tout. Ça participe aussi du charme féminin, indispensable à l'esthétique de beaux gosses. Bon, écoutez, le monsieur qui a parlé depuis Lourdes, je crois. Oui, et celui d'avant aussi, déjà, qui fustigeait les hommes dans le cadre de la violence faite aux femmes. Oui, alors, commençons d'abord par, quand le dernier nous dit les hommes n'aiment pas que les femmes étudient. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas la majorité, en tout cas, parce que moi, j'ai les souvenirs, déjà quand j'étais encore enfant, les familles, dans nos familles, nous étions fiers, par exemple, d'avoir une jeune tante ou une jeune cousine qui était monitrice de l'école primaire, déjà. Quand vous avez une tante, une maman qui habite le même quartier, la même rue que vous, qui est infirmière, ou même parfois seulement sage-femme, le parent et papa et maman disent à vos sœurs, il faut suivre l'exemple de cette maman. Elle est infirmière, elle a étudié, elle était intelligente à l'école, elle travaillait bien. Vous voyez, elle est devenue femme infirmière. Et lorsque nous avons eu chez nous les premières dames maires des communes, ça a été aussi, souvent, elles ont servi des références dans certaines de nos familles, disant, écoutez, il faut bien étudier, parce que vous voyez, vous pouvez un jour devenir maire d'une commune. Parce qu'on ne savait pas encore qu'après, elles allaient tenir tête à leur mari. Je ne pense pas, même s'il y a eu beaucoup de difficultés, mais en tout cas, les parents, papa et maman, dans la grande majorité dans nos familles, sont fiers que les enfants, souvent d'ailleurs, les problèmes parfois se posent là où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que quand dans une famille, ce sont plutôt les filles qui réussissent très bien à l'école, les parents disent aux garçons, écoutez, vous êtes des paresseux, vous voyez, votre sœur est beaucoup plus intelligente que vous à l'école. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire, voilà, que les hommes n'aiment pas que les femmes étudient. Mais non. Pourtant, la déscolarisation des filles pour cause de mariage ou le taux bas de scolarisation des filles en comparaison à celui des garçons, ça n'est pas qu'une vue de l'esprit. Non, c'est pas une Dans vue... le monde entier, hein, ça n'est pas le propre de l'Afrique d'ailleurs. Bon, c'est pas une vue de l'esprit, mais il faut aussi parfois tenir compte que, vous voyez, une femme surdiplômée, comme même les hommes souvent, une femme surdiplômée a parfois aussi tendance à chercher à marcher sur le pied de son mari. Ça, les hommes n'aiment pas. Pourquoi? C'est comme ça. Bon, ça c'est un problème qu'il faut résoudre, mais c'est un problème d'éducation aussi, hein, d'apprendre à une femme, écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes surdiplômé qu'il faille maintenant négliger vos devoirs conjugaux au sens le plus large. Donc, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari. Puis tout à l'heure, au début de l'émission, madame a dit, écoutez, être féministe, c'est aussi s'occuper des enfants tous les jours, s'occuper de son mari, Non, c'est aussi être féministe. Donc, je pense qu'il y a un problème d'éducation. Alors, deuxième élément, le documentaire que nous avons visionné. C'est très bien tout cela, mais je pense que au-delà des femmes, il faut un jour poser la question de les bénéfices que l'Afrique et les Africains tirent de l'ONU.
Qu'est-ce que l'ONU apporte aux Africains? N'oublions pas que tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la RDC, mais on peut étendre ça à toute l'Afrique. Nous avons, les Africains, des rapports assez compliqués avec l'ONU. Rappelez-vous, en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Africains, au sein notamment le congrès de mouvement panafricaniste en Angleterre à Manchester, les Africains demandent l'application de la Charte de l'Atlantique aux Africains, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Rappelons-nous la réponse du Premier ministre britannique, Churchill, qui dit non, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes concerne les peuples qui étaient déjà libres avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous, les Africains, vous n'étiez pas libres, vous n'avez pas le droit d'appliquer, de demander les bénéfices de l'application de la Charte de l'ONU. Donc nous avons des rapports difficiles avec l'ONU, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez comment les Occidentaux se battent comme des chiffonniers pour empêcher qu'un pays africain accède au rang d'État disposant du droit de veto. Ce qui veut dire, lorsque Madame a parlé d'une résolution du Conseil de sécurité qui recommande. Donc, vous voyez, ce n'est pas une décision qui s'impose. C'est une recommandation. Les États peuvent ne pas l'appliquer. Ce qui veut dire que lorsque vous avez des gouvernements qui ne sont pas démocratiques en Afrique, ou qui ne sont démocratiques sur la forme, eh bien, l'ONU peut voter des résolutions, des embargos, mais ça ne s'applique pas parce que les intérêts de ceux qui sont au pouvoir en Afrique s'y opposent. Donc il y a tout un problème aussi là. Peut-être que l'émission pourra y revenir un jour. Alors, poser la question, puisque nous avons déjà une spécialiste dans les questions onusiennes, poser la question du rapport de l'ONU, des Africains avec l'ONU, et donc à ce moment-là, dans un problème d'ensemble, poser la question des femmes, des droits des femmes. Je voudrais partir avec vous au Danemark, si notre téléspectateur est toujours au téléphone. Et ensuite, la question qui revient dans ce clivage nord-sud, homme-femme. Quand bien même une femme peut recevoir des médicaments, des soins, de l'autonomisation, des activités génératrices de revenus, je ne sais pas, de ces institutions internationales, toutes catégories confondues, va-t-elle rester tributaire de la guéguerre justifiée à laquelle vous faites allusion et se dire « Oh, moi, ces médicaments, je ne les prends pas ». Parce que vous savez, moi, l'ONU qui les apporte ici, on fait ci, on fait ça. Monsieur au Danemark, bonjour. Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Oui, c'est monsieur Jacques Moussouga, je suis au Danemark. Je tiens à remercier, n'est-ce pas, tous nos intervenants qui sont sur le plateau avec vous. Je reviens un peu en arrêt parce que pour vous avoir, ça prend beaucoup de temps. J'ai deux questions. Ma première question s'adresse à madame Camara Mariam, qui a intervenu sur la réplique de M. Mobé. Vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas, de la résolution qui a été signée, n'est-ce pas, par le Conseil de sécurité sur les violations sexuelles au niveau de la RDC. M. Mobé avait dit ceci, que l'ONU dépense beaucoup plus d'argent sur cette question-là, mais rien n'est fait. Alors, Madame Mariam a répondu pour dire que le Conseil de sécurité avait pris une résolution pour, n'est-ce pas, protéger les femmes qui sont violées au niveau de la RDC. Mais il y a une chose, que la culture est tout à fait différente. Parce qu'au niveau de l'Occident, il y a ce qu'on appelle, la société ici en Europe, il met en place une structure pour protéger les femmes. Mais ce qui n'en est pas le cas au niveau, n'est-ce pas, de pays en Afrique. Mais ma question est de savoir, l'ONU étant un collectif de pays, sachant très bien que la culture est tout à fait différente, pourquoi ne pas prendre une résolution qui soit à la mesure de faire face à la culture africaine? Parce qu'en ce moment là-bas, il y a une certaine désarticulation. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est sur la responsabilité de femmes. Tout à l'heure, Madame Camara avait souligné quelque chose dans son pays, en Guinée. Bon, elle est en Guinée et puis elle est en RDC. Elle disait que une femme qui est responsable depuis 16 ans, jusqu'à l'âge de 50 ans, et à la fin de 50 ans, son mari décède, et on lui dit que tu n'as pas droit à l'héritage, ça sera vraiment une guerre. Moi, je me dis ceci. De l'âge de 16 ans à 50 ans, il y a une culture. Cette femme a pu intérioriser, n'est-ce pas, ce qu'il y a comme culture dans sa famille. Elle sait très bien qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand je suis en train de faire grandir mes enfants, je leur implique, n'est-ce pas, ce qui se passe dans la famille. Mais à 50 ans,
le mari décède, elle dit que non, on lui dit qu'elle n'a pas droit à l'héritage, elle se rebelle, c'est une rébellion. Alors je me demande, cette femme-là, à l'âge de 16 ans jusqu'à 50 ans, qu'est-ce qu'elle a pu, n'est-ce pas, donner comme instruction à ses enfants? Voilà les deux questions que je peux débattre. Merci, monsieur, pour vos deux questions. On va commencer donc par ces femmes qui, entre 16 et 50 ans, n'ont toujours pas imprimé que de toute façon, si jamais il arrivait quelque chose au mari, elles n'avaient droit à rien, nous dit monsieur. Vous savez, c'est épatant parce que je constate, et comme je suis dans le domaine de la communication, ma reconversion dans le domaine de la communication, c'est que je me suis rendu compte qu'effectivement, le travail institutionnel qui manquait était qu'il y ait plus de spécialistes genre, donc spécialistes experts sur les questions d'égalité des sexes et sur le VIH, qui est ma formation de base, sur les questions d'égalité des sexes, pour pouvoir augmenter l'accès aux populations, aux gens qui ne sont pas forcément dans les colloques, dans les mouvements associatifs, mais à la population, à la masse critique des informations qui sont pertinentes. La résolution, les Nations Unies n'ont pas voté une résolution qui est spécifiquement adaptée au RDC. Je voudrais bien corriger qu'il y a presque 4 ou 5 résolutions qui concernent l'ensemble des violences. La 1325 implique spécifiquement l'implication des femmes dans les processus de paix et de sécurité. La 1889, la 1820 et un ensemble d'autres résolutions, dont particulièrement la 1889, implique spécifiquement et recommande, condamne justement les actes de violence sexuelle en période de conflit. Et ça s'applique à la RDC, mais à tous les autres pays qui ont connu des périodes de crise et de conflit. Et donc, pour répondre à la première partie de sa question, il s'agit spécifiquement d'outiller donc les États elles-mêmes qui sont signataires. Donc il faut qu'on comprenne très bien, l'ONU n'est pas une entité en dehors des nations. L'ONU est le collectif des États membres qui se retrouvent en assemblée et en conseil, et qui a le Conseil de sécurité, mais qui votent des lois et que les nations elles-mêmes adhèrent et qui, justement, ont leur contrepartie nationale et qui, ce sont les États qui ont la responsabilité, à ce moment-là, de justement appliquer les recommandations auxquelles elles sont signataires. Il y a beaucoup de travail dans ce domaine. Il y a un nombre d'institutions qui travaillent et de personnes qui militent depuis des années pour justement avancer. Et on avance petit à petit. Il y a par exemple je parle par exemple de la résolution de la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'endroit des femmes. Il y a des pays qui ont signé, mais qui justement ont émis des réservations, qui n'ont pas encore signé le projet d'application de cette résolution qui a été signée au niveau donc, des Nations Unies. Ils ont signé de la main gauche. Bon, vous pouvez le dire de cette manière. Ils ont signé au crayon à papier, et donc, peut-être effacé. Pour rentrer justement dans le vif du sujet, puisque vous avez présenté une petite information sur l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, le travail fondamental d'ONU Femmes est justement d'appuyer les États, d'appuyer les instruments étatique à justement faciliter la mise en œuvre et l'implémentation de ces résolutions. Mais alors, s'il vous plaît, juste pour est-ce que les femmes, les bénéficiaires de tous ces dispositifs, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour que chaque femme dans sa case, dans sa hutte, au bord de la rivière, son enfant sur le dos et son panier sur la tête, quand vous dites résolution 1325, 13 un tel, nous, on patauge dans la semoule. Est-ce que quelque chose est fait pour qu'elle le sache? Vous avez demandé qu'est-ce qu'une entité comme onusienne, comme ONU Femmes fait. Voilà le nerf de la guerre. Le travail, c'est de pouvoir justement avoir toute une programmation, et ce sont des programmes, pour pouvoir justement accompagner jusqu'à la base, au niveau décentralisé, au niveau local, dans les communautés à la base, ces résolutions qui sont prises par les États membres et qui sont prises au niveau national. Nous avons les lois coutumières dans tous les pays africains. Nous avons le droit coutumier. Comment réconcilier le droit coutumier avec le droit légal, avec le droit international? Je voudrais rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices que nous avons une femme chef d'État en Afrique. Seulement. Malheureusement, mais nous l'avons.
Donc, quand on me pose la question, qu'est-ce que les générations futures peuvent avoir comme miroir, nous pensons que ça a été un grand pas, mais c'est encore plus prometteur. Partout dans le monde, au Brésil, au Costa Rica, dans les pays, en Argentine, nous voyons des femmes au plus haut sommet de l'État. Et qu'est-ce que ça veut dire? En 2011, très récemment, le prix Nobel de la paix, qui est un des prix les plus prisés depuis près de 100 ans, a été dédié à 3 femmes. Enfin dédié. Enfin. Vous voyez, si je jubile, on va me dire, jubilons. Vous avez une extrémiste féministe. Si enfin il est décerné et qu'on ne jubile pas, pourquoi a-t-il donc été décerné ce prix-là? Mais pourquoi je veux parler de ce prix particulièrement? Il a été décerné donc à une femme elle a été reconnue pour son travail dans le cadre de la non-violence, c'est-à-dire dans le cadre de sa contribution à la démocratie, mais à la non-violence. Non-struggle fight, le Conseil de Oslo a dit dans son attribution du plat. Il y a 3 femmes, donc une femme issue du printemps arabe, deux femmes libériennes, mais qu'est-ce qu'elles ont fait dans le contexte de ces femmes libériennes? C'est qu'elles ont contribuer à la résolution d'un conflit de façon à prévenir plus de violence à l'endroit des femmes. Et en dernier lieu, je veux dire à monsieur qui a appelé du Danemark, qui a parlé de qu'est-ce qu'on fait. Moi, je me considère comme une femme privilégiée. J'ai un certain niveau d'éducation, etc. Dans ma propre famille, et mon père, j'espère qu'il regarde cette émission, et mon père était, si je suis aujourd'hui ici, je dirais, c'est la contribution de mon père et de ma mère. Mais je vous dis que dans ma propre famille, je n'ai pas droit à l'héritage de mon père. Je n'ai pas droit à réclamer une terre. C'est pour répondre à la question de monsieur qu'il y a du travail à faire. Et je voulais solliciter le sociologue là-dessus, parce que les chercheurs sont, nous l'espérons, des trouvères. Et il y avait la question qui se posait lors de votre dernier passage sur les intellectuels. Alors, est-ce que les femmes, on va prendre les femmes de l'Afrique, est-ce que les femmes originaires d'Afrique peuvent-elles espérer des résultats, des avancées de ces recherches de chercheurs, tous registres confondus, et en question de sciences sociales, cette question de droit foncier, on n'hérite pas, on est veuve, on n'a plus rien et tout. Est-ce que vous cherchez et trouvez et proposez des choses qui permettent de réguler ces inégalités? Mais oui, la preuve, elle est là. Très compétente pour... Je ne suis pas une représentation de la masse, c'est clair. Pour nous expliquer les tenants et les aboutissants du fonctionnement de l'ONU, en tout cas, de cette partie, de cette résolution, en tout cas, de cette dernière agence créée par l'ONU. J'ai dit, tant mieux. Alors, justement, en nous, quand j'entends ces explications, vraiment très techniques, mais alors très convaincantes, j'y décèle un des problèmes que nous n'avons pas encore abordé ici, mais qu'il faudrait peut-être, le jour où vous parlez de l'ONU, aborder. C'est toutes les contradictions du monde dans lequel nous vivons. Parce humaines, finalement, les contradictions. En tout cas, des systèmes de fonctionnement des institutions, des grandes organisations internationales, où finalement les intérêts économiques et financiers priment à ces points que l'ONU finalement peut se poser la question à quoi sert-elle puisqu'elle est instrumentalisée. Lorsque l'ONU crée cette agence-là, c'est très bien. Bon, vous avez posé la question et la femme qui est dans qui bénéficie de toutes ces choses, elle fait quoi? Elle laisse tomber ou elle se dit il faut des moyens. Il faut des moyens pour que justement des agents qui travaillent dans cette agence aillent jusque sur place pour travailler. Ce qui veut dire qu'il faut beaucoup d'argent. Mais lorsqu'au même moment, les FMI ou la Banque mondiale imposent aux États membres des politiques économiques qui rabotent les budgets sociaux où on ne peut pas financer ces genres de projets, ça pose de vrais problèmes. Finalement, ce sont les ONG internationales qui arrivent. Mais elles sont d'une telle puissance financière que les ONG locales n'ont presque plus rien à dire. Elles ne sont là que comme des exécutants. Je réitère ma question. Est-ce que les femmes qui bénéficient de toutes ces choses-là doivent être regardantes à ce que c'est une ONG locale, c'est l'ONU, c'est un tel, c'est le bon Dieu, c'est le diable? Est-ce qu'elles sont fortes d'en bénéficier ou est-ce qu'il faudrait qu'elles rechignent en disant je ne prends pas? Les deux. Elles doivent en bénéficier, mais en bénéficier en esprit
clairvoyants. Franchement, quand on est dans le village, qu'on a perdu son mari, qu'on a 4 enfants à nourrir, il faut s'offrir le luxe d'un esprit clairvoyant pour trier et cracher dans la soupe. Non, on ne crache pas dans la soupe, mais il faut faire preuve d'intelligence sociale. C'est dont les Africaines sont d'ailleurs capables depuis longtemps. Ils en ont donné les preuves. Par exemple, nos mamans qui, pendant de 16 à 50 ans, s'occupent de la famille, souvent dans des conditions difficiles. Elles font preuve de beaucoup d'intelligence sociale. Mais n'attendez-vous pas là des femmes qu'elles fassent ce que les hommes qui sont aux commandes ne font pas, j'en termine avant de laisser la parole à madame. Non, j'ai dit qu'il y a beaucoup trop de contradictions qui font que les travails de l'ONU, les bonnes volontés souvent se perdent, non pas les résultats auxquels vous faites allusion, parce que c'est ainsi que le monde fonctionne. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, puisque nous a interpellé sur la question des violences sexuelles faites aux femmes congolaises, où on ne voit pas les résultats. Si on vous donne les chiffres du budget par jour de la fameuse MONUC au Congo, c'est inouï, c'est inouï. On peut même se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas utiliser cet argent autrement? Alors là, il se pose alors un autre problème, évidemment, qu'il faut avoir le courage d'aborder dans une émission comme celle-ci. C'est la gestion diplomatique erratique de la RDC, qui fait que on a peur d'aborder les véritables responsabilités. Je veux dire par là, les guerres menées au Congo en 96-97 et en 98 par les États régionaux, ils se sont donné les moyens, ils se sont construits des véritables lobbying où aujourd'hui, le Congo est présenté comme étant responsable, par exemple, de la tragédie qui s'est déroulée au Rwanda. Si bien que lorsque l'ONU publie un rapport, le fameux rapport Mapping, où on condamne les États régionaux des violences exercées sur les populations congolaises par des armées étrangères. C'est le propre gouvernement de la RDC qui défend les gouvernements agresseurs. Alors, vous voyez... Les femmes font les frais de toute façon. Les femmes font les frais et les hommes et les femmes, et surtout les femmes que ce soit un tel et un tel autre, la vérité reste quand même que les femmes, ce sont les femmes quand elles sont violées, elles le sont. Il faut déceler, il faut démonter tous ces mécanismes-là pour pouvoir arriver à des solutions efficace. Et là, je l'ai dit encore une fois, je compte beaucoup sur la compétence des dames comme Madame Camara. Et celle des hommes qui s'en occupent aussi, parce que les femmes ne sont pas plus nombreuses dans ces registres-là. Nous allons prendre monsieur en Seine-et-Marne et ensuite nous devrons aller très vite pour 2-3 questions qui nous restent. Bonjour, vous avez la parole, monsieur. Bonjour. J'appelle, c'est pour intervenir au sujet de l'ONU en Afrique et plus spécialement en RDC. Sur les femmes alors, parce que là, on est toujours phagocyté quand on veut mettre la question des femmes au cœur de la discussion, on est toujours phagocyté par des considérations importantes, mais qui rabotent le sujet, malheureusement. Non, ça bon, voilà effectivement, par rapport à la femme, nous sommes en débat de société. Et ce débat de société est de nature conflictuelle. L'homme, la femme comme l'homme sont des êtres humains. Ce sont les problèmes, l'ensemble des deux problèmes, problèmes que nous vivons, hommes et femmes, qui doivent être mis en avant pour être d'accord sur certains problèmes. Il n'y a pas de différence. La femme peut traiter un problème que l'homme aussi peut traiter, et vice-versa. En ce qui concerne l'ONU par rapport au viol en République démocratique du Congo, je donne raison à M. Mobé, parce que l'ONU est là depuis des années. On a violé des femmes devant les militaires, et même, c'est qu'on ne dit pas beaucoup, les militaires de l'ONU vont violer des femmes en République démocratique du Congo. Impunément, donc il le faisait, toutes ces actions-là. Effectivement, madame de l'ONU, je suis désolé de le dire, l'ONU c'est une institution qui normalement devait donner l'exemple. Mais en République démocratique du Congo, c'est devenu un instrument, donc c'est même pas un instrument, c'est quelque chose qui est là, juste pour servir au niveau de l'armement, parce qu'il y a 20 000 hommes armés. Et la guerre n'est jamais finie. Armer les femmes, vous verrez, je vous dis. Armer les femmes. Oui, bien sûr, moi je suis d'accord. Ah oui. D'accord, qu'on puisse armer les femmes, qu'on puisse organiser l'armée. Mais de toute manière, l'ONU, la présence de l'ONU sert aux multinationales, aux fabricants d'armes. Parce qu'il y a 20 000 hommes qui doivent être équipés. Et la présence de l'ONU en République démocratique du Congo, c'est cette opportunité pour certaines entreprises qui doivent marcher parce que par la présence de l'ONU, c'est ce qu'il faut expliquer. On explique
Merci monsieur pour votre appel. Je suis désolée de devoir vous interrompre, non pas pour vous museler, non, vous connaissez bien la formule. Nous avons fait le choix du direct, c'est juste que nous arrivons au terme de cette émission. J'aurais voulu vous souhaiter sur le cœur du sujet, encore sur la question du sexisme, en prenant peut-être rendez-vous pour un autre plateau sur cet aspect-là. Bien sûr, vous allez réagir. Alors, rapidement, pour qu'on puisse quand même terminer sur les questions. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'on ne peut pas traiter de tout. Et je crois que le thème d'aujourd'hui n'est pas focalisé que sur le RDC. Hein. Je voudrais être très claire. Je suis... Ni sur l'ONU. Ni sur l'ONU. Mais il est important de dire quelque chose. Lorsqu'on parle de femmes, paix et sécurité, lorsque je rappelle le prix Nobel de la paix, lorsque je prends l'exemple de Mme Ellen Sirleaf-Johnson, qui a augmenté de plus de 15% le nombre de femmes en tenue et en uniforme, qui a une directrice nationale de la police qui est femme, qui a fait des choses incroyables pour justement ramener ce déséquilibre dans les institutions étatiques, nous voyons que il y a des éclaircies, en tout cas, dans ce type de pays. Il y a l'ONU, qui est l'équivalent de la MONUC au Libéria. Ce sont principalement, et c'est reconnu, ce sont des femmes. C'est une grande force qui a une grande force féminine. Vous savez, quand vous prenez les guerres, que ce soit au Soudan, que ce soit en Sierra Leone, au Libéria, que ce soit dans les Balkans à l'époque de la Serbie, etc., vous allez voir que les conflits des violences sexuelles ont été un très grand fléau et une très grande résultante de ces conflits. Le combat de l'ONU est d'essayer d'accompagner, de contribuer à accompagner les États et les gouvernements à réduire et à prévenir la violence et à protéger tous les peuples, inclus les enfants dont on ne parle pas beaucoup. Les femmes et les enfants c'est reconnu, sont les cibles les plus vulnérables dans n'importe quel contexte. Ne politisons pas l'affaire parce que je voudrais spécifiquement parler ici que nous sommes ici dans le domaine du développement, dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine du mouvement aussi de renforcer et d'appuyer les femmes et les hommes dans les sociétés pour pouvoir justement prévenir cette culture de la violence qui est issue d'une culture de domination de l'homme-femme et qui est une responsabilité partagée par les États et les gouvernements pour s'assurer que tous les êtres dans une population soient protégés. Je pense que c'est surtout ça que je voudrais passer comme message. Nous allons devoir finir. Je voudrais avoir une question pour chacun. Alors, sans trop développer, on va parler de choses bien plus simples que cela et de moins solennelles que les institutions internationales. Dans le cadre de la négociation sexuelle, il y est question du préservatif. Vous froncez les sourcils. Ben oui, il faut négocier, voyez-vous. Ah bon ? C'est un homme qui dit ah bon. Il y a le préservatif et il y a le préservatif masculin et le préservatif féminin. La question que je pose à l'homme que vous êtes, pensez-vous que les femmes vont pouvoir tenir les commandes de cette négociation sexuelle-là et pouvoir imposer le préservatif féminin à ceux des hommes qui ne voudraient pas en entendre parler, par exemple ? Oui, mais c'est-à-dire qu'il appartient à tout un chacun de prendre les mesures qu'il juge adéquates pour pouvoir préserver sa santé et préserver aussi la santé du partenaire. Cependant, comme on sait qui est-ce qui porte la culotte, va-t-il vouloir porter le préservatif, fût-il féminin ? Je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Nous ne parlions pas de vous, hein, monsieur. Oui, mais justement, donc Nous parlions du panel sur lequel vous effectuez votre travail de chercheur. Oui, le panel sur lequel j'effectue mon travail de chercheur n'est pas enclin à pouvoir aborder ouvertement des choses aussi intimes. Est-ce que c'est là le réel problème, ne pas en parler ouvertement? Ces questions-là, pour finir sur le VIH-Sida, vous êtes le point focal, vous en occupez donc au sein de ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que les tabous sont aussi le réel frein aujourd'hui? Disons que je suis de formation... Je suis pharmacienne, je me suis spécialisée en genre et VIH. Et vous savez, les tabous, les tabous, dire que comment déconstruire les tabous que nous avons qui sont inhérents à nos propres valeurs africaines et comment négocier la communication autour des droits sexuels, parce qu'il y a les droits reproductifs, il y a aussi les droits sexuels. C'est vraiment un défi. Vous savez, il est clair que parler de la sexualité de la femme africaine n'est encore pas chose facile dans nos sociétés, chez nous. Nous avons nos rigueurs, nos chefs traditionnels, nos chefs religieux, nous avons notre compréhension de comment parler de cela, mais je pense que c'est possible. Nous le faisons, les femmes l'ont fait dans le cadre de l'excision. Dans certaines parties de l'Afrique, l'excision est très pratique, est très couramment pratiquée et très
couramment et faussement associé à la religion, à une pratique religieuse. Et beaucoup de femmes, beaucoup de personnes se sont levées pour essayer de combattre ce fléau. Dans le cadre du VIH-Sida, il est impératif que nous puissions lever le voile sur la manière de négocier avec les femmes, entre les femmes et les hommes, pour justement savoir qu'on est responsable de nos actes. Et que lorsqu'on a des actes dans une société où beaucoup de choses sont des normes, nous ne sommes pas en train de nous attaquer aux normes, nous sommes en train de parler des questions de santé publique, de questions de santé de la femme, santé de l'homme, de santé de l'enfant, et qu'il est important que, intellectuel ou pas, que urbain ou villageois, qu'on soit responsable de nos actes, que ce soit intime ou privé. Le mot de la fin, Monsieur Maubé? Mais le mot de la fin, il est là. Il est là l'humanité, c'est l'humanité qui compte. Ce n'est pas seulement une question d'être homme ou femme. Et oui, bien sûr, il faut être, je l'ai dit, il faut être responsable de ses actes, de ses choix. Et voilà, sinon, on est lancé donc dans l'irresponsabilité, c'est toujours la catastrophe. Juste un mot, par rapport au problème des héritages, hein, oui. Moi je pense que ceux d'entre nous, ceux des Africains qui ont étudié notamment ici en Europe, hein, si on n'a pas le courage de commencer à mettre fin à cette histoire qui, moi ça me fait toujours honte d'apprendre que X est en train de se battre avec la femme de son frère, de sa tante, parce qu'il faut se partager les héritages. Mais écoutez, bon Dieu, travailler, et c'est lui qui vient de décéder, il a travaillé toute sa vie. Mais écoutez, il laisse un héritage. C'est pour ses enfants et donc aussi pour sa femme, puisque c'est avec cette femme-là qu'il a eu les enfants. Mais sinon, nous allons, jusqu'à quand allons-nous encourager cette espèce de... Est-ce qu'on a un mot encore? Alors, merci, vous nous réconciliez à ce stade de l'émission avec les chercheurs africains qui, désespérément, étaient en train de... Oui, Madame Camara, alors en une demi-phrase. En demi-phrase, parce que je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir le dire. Mais je crois qu'aussi l'élite africaine intellectuelle de la diaspora, mais aussi basée sur le continent, dans les divers pays africains, doivent se réconcilier avec le savoir-faire et les connaissances traditionnelles dans les villages. C'est très important. On doit trouver la bonne langue nationale et locale pour pouvoir communiquer. Pour revenir à cela. Merci tous les deux. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à cette émission. J'espère que vous avez été nourris, édifiés et que cela vous accompagne dans votre développement personnel. Je voudrais vous donner rendez-vous dans une autre édition de Lady vous écoute. Une jeune fille nous disait hier sur ce plateau, j'ai fait une vidéo sur Internet, elle a été vue 3000 fois et la vidéo que nous avons diffusée a été vue 500 fois seulement. Il y a du travail à faire. Rendez-vous dans une autre édition. Revenez autant de fois que vous le souhaitez. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.